Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Rédac Pop, un petit peu spécial puisque c'est un numéro enregistré ce 14 juin dernier sur la place de Loire dans le cadre de la Nuit du Handicap. On est très content d'être ici puisque bien cette fois-ci nous allons lancer de nouveaux journalistes apprenants au sein de cette émission qui vont questionner donc plusieurs invités autour justement de la question de l'inclusion sous différentes thématiques avec des invités au cours de cet événement donc qui est la Nuit du Handicap, événement sur lequel nous sommes sur place dès 16h. Alors je vais citer un peu la liste de nos journalistes citoyens et citoyennes, on en a beaucoup. On a Monib qui vient du DID, il me semble, DIDE, c'est ça ? Tout à fait. On a ensuite Sylvain également, Benjamin, Fabien et Didier qui sont de l'ESAT Servipep. La CESAD DTP est représentée par Nathan, Hamilton, Maya et puis Isabelle aussi qui est éducatrice. On a J'aime la Nouvelle Porte représentée par Jean-Christian et Frélie et les APJH Cuisine représentée par Stéphane. Du beau monde donc qui va questionner les invités que nous vous proposons au cours de cette émission. On va parler donc de cette Nuit du Handicap, on va parler de certaines structures associatives donc qui sont représentées là-dedans. On va parler d'inclusion donc sous différentes thématiques, le sport, l'emploi, l'habitat et la culture. Donc tout ça, vous allez retrouver dans ce nouveau numéro de la Rédac Pop. Et tout de suite, ne perdons pas plus de temps. Avant de laisser la place à nos journalistes citoyens, je présente rapidement donc nos trois invités pour cette première session. Nous sommes avec donc Fabienne Brigaud, coordinatrice de territoire pour la communauté 360 et Floriane Corandi, chargée événementielle pour la communauté aussi 360. Bonjour à vous pour commencer. Et nous avons Blaise Gbagidi qui est lui directeur général des PEP 45, donc les pupilles de l'enseignement public du Loiret. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, deux structures, donc la communauté 360 et les PEP 45 qui sont représentés devant vous, chers journalistes citoyens et citoyennes. C'est à vous de jouer, le micro va passer, vous levez la main et on vous le donne et c'est à vous de questionner nos invités. C'est quoi exactement une pupille ? Alors, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Loiret, c'est une association gestionnaire d'établissements médico-social qui accompagne tout public en situation de handicap ou en situation vulnérable. Et par an, nous accompagnons environ 1700 familles. À propos du PEP, c'est ça le PEP, non ? Les PEP 45, quoi. Ah ouais. PEP 45. Donc vous les accompagnez à faire quoi ? Alors, nous les accompagnons dans des établissements qui sont spécialisés pour des soins, un accompagnement social aussi, et pour du travail dans les ESAT. Combien d'établissements ? Il y a combien d'établissements ? On a une trentaine éclatés sur le département. Il y a une autre structure qui est représentée, n'hésitez pas aussi à la questionner, c'est la communauté 360. Oui, moi j'aime la Nouvelle Porte. Et vous étiez passé chez nous. Et, Qu'est-ce qu'ils avaient fait en fait ? Qu'est-ce qui s'était passé ? on avait parlé des maladies, du cancer ou des choses comme ça, je crois. D'accord. Alors, petite explication un peu sur ce que vous faites au sein de la communauté 360 ? Alors, la communauté 360 du Loiret, c'est une porte d'entrée, en fait, qui permet aux personnes en situation de handicap, que ce soit des adultes ou des enfants, de pouvoir, quand ils sont dans un besoin spécifique, de pouvoir avoir un numéro vert gratuit qui leur permet d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui va pouvoir leur répondre en fonction de leurs difficultés. Voilà. Et donc, après, pour pouvoir mieux orienter vers l'ensemble des partenaires existants sur le territoire pour pouvoir répondre à leurs besoins. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Moi, j'en avais une aussi. C'est une association nationale, Communauté 360, ouais, c'est ça ? Okay. C'est un dispositif national, donc D'accord. plateforme téléphonique, Okay. 0800 360 360. Donnons le numéro, oui. Voilà. C'est quand même utile. Oui, tout à fait. Et, à savoir, les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément reconnues, donc peuvent nous appeler, donc avec ou sans reconnaissance MDPH. D'accord. Concrètement,
quels sont les types de situations les plus récurrentes peut-être que vous pouvez rencontrer, vous, justement au sein de cette mission? En fait, il y a tout champ. C'est vraiment sur tous les champs de la vie, que ce soit sur le logement, l'éducation, l'accompagnement vers l'emploi. Donc, nos collègues conseillères en parcours sont là pour justement rediriger et aider en fait les personnes qui ont des questions, des besoins à trouver la bonne personne dans le champ commun, dans le droit commun. Et donc, si je comprends bien, pour les pupilles de l'enseignement public du Loiret, donc les PEP 45 et la communauté 360, vous faites partie des organisateurs de la Nuit du handicap, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et nous faisons partie des membres qu'on appelle membres cœur. Parce qu'il y a d'autres associations qui font partie de cette communauté 360. Il y a des dispositifs du droit commun aussi qui font partie de cette communauté. Donc ensemble, on pourra répondre à tous les besoins sur le territoire. Bon, le territoire étant le département du 45. Ça existe depuis combien de temps cet événement? Alors la communauté a commencé un peu après Covid, parce que ça a été une idée jusqu'avant, mais Covid faisant, on a accéléré les choses pour que ça soit mis en place. Ça a commencé tout doucement dans le département et aujourd'hui, ça a pris son rythme de croisière. Oui. Parmi le public... Oui, bah, tu as une question, vas-y. Depuis combien de temps l'association des PEP existe-t-elle? Alors les PEP en général ont plus de 100 ans parce que ça a été créé après la Première Guerre mondiale. Donc dans chaque département, vous avez une association départementale qui est affiliée à une fédération qui a son siège en région parisienne. Donc depuis plus de 100 ans. Et puis dans le Loiret, on s'occupe de toutes les situations vulnérables, situations du handicap. En 100 ans, il y a eu des évolutions, j'imagine, justement dans la prise en compte du handicap par votre association. Qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps? Alors, il y a eu des évolutions, certainement. En 100 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Rien que dans le département, avant, les PEP s'occupaient aussi des vacances spécialisées, mais des vacances pour des élèves. Donc, on était avec l'œuvre universitaire. Et en 1972, ça date, il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas nés. Il y a eu séparation de tout ce qui est vacances, que l'œuvre universitaire continue et les PEP s'occupent que de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc, rien que cette évolution, elle est importante. D'accord. Revenons sur la nuit du handicap aussi. Oui, allons-y. On est sur le papotin après tout. Vas-y. C'est pas trop dur d'être chef d'autant d'établissements? Très bonne question. Alors, trop dur, je ne sais pas, mais c'est mon métier, donc j'ai fait ce choix. Donc, c'est pas dur. Oui, j'imagine qu'il y a une flamme, quoi. Il y a une vraie flamme qui vous anime. Voilà. D'autres ont choisi d'autres métiers. Moi, j'ai choisi celui-ci. Une question? Vas-y. Je voulais savoir, le PEP, le GEM, Nos gens le retrouvent, fait partie du PEP, non? Ah ouais, Nos gens le retrouvent, oui, effectivement, c'est le PEP 28. Comme je l'ai dit auparavant, dans chaque département, vous avez une association départementale des PEP. Donc les PEP 28 ont des établissements là-bas. Un peu avec eux? Nos gens, oui, on est en lien. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine, tous les PEP à Orléans, pour l'Assemblée générale de la Fédération. Et pour la communauté 360, vous gérez des établissements aussi ou pas du tout? Non, c'est vraiment focalisé sur l'accompagnement téléphonique. Et au-delà du téléphonique, justement, il y a quoi comme type d'accompagnement? Voilà, les conseillères en parcours ont une fonction au niveau de l'accompagnement plus des usagers, des personnes qui appellent sur le numéro vert. Par contre, il y a un autre volet de la communauté 360 dans laquelle je participe également comme coordinatrice de territoire, qui est tout le développement au niveau des ressources, établir les ressources sur le territoire afin de pouvoir renvoyer vers les partenaires adaptés et essayer aussi de faire remonter les besoins par rapport à tout ce qui peut être statistique, rapport d'activité, qui vont nous permettre de faire remonter aux membres cœur et aux instances, comme notamment aussi les ARS ou d'autres instances dont l'on dépend quand même quelque part, de pouvoir amener des éléments nouveaux, des pistes de travail au regard de ce qu'on aura pu mettre en place, par exemple, sur le territoire, en termes d'accompagnement de partenaires sur des actions diverses par l'intervention, par exemple, de formation par des partenaires qui pourraient
dont pourraient avoir besoin les mairies, par exemple, avec le droit commun, parce que la communauté 360, c'est bien une fonction de pouvoir aller vers le droit commun et de pouvoir partager ces deux actions et de se rapprocher les uns des autres pour harmoniser notre action au niveau du territoire. D'accord. Non, on n'avait pas. Oui, une dernière question sur cette thématique avant de passer à l'inclusion dans le sport. Parce que oui, il faut qu'on tienne nos délais. Vas-y, je t'en prie. Ça fait combien de temps vous travaillez? Au sein de. Tu veux parler de l'association peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. La communauté 360. Ouais. Nous, c'est depuis 2023, depuis le février 2023. C'est le grand écart entre l'association des PEP 45 centenaires et la toute jeune association communauté 360. Quoi. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, notre déploiement, il a de plus de 2 ans. Quoi. Ouais. Donc, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci pour cette première partie donc de l'émission. Donc PEP 45 et la communauté 360 du Loiret qui sont au cœur de l'organisation de cette nuit du handicap sur laquelle nous sommes pour cette émission spéciale de la Rédac Pop, donc en compagnie de nos journalistes citoyens et citoyennes qui participent à cette nuit du handicap. Tout de suite, on passe à notre prochaine thématique. On va parler désormais d'inclusion dans le sport. La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. Et donc toujours sur cette nuit du handicap, on parle désormais d'inclusion dans le sport et pour ça nous avons deux autres invités que nous allons présenter. Marie Ngoussou que nous avons entendu tout à l'heure sur la tribune, athlète paralympique, ambassadrice de la nuit du handicap d'Orléans pour cette année 2025. Et nous sommes aussi avec Colline Gauthier, agent de développement et d'animation pour le comité départemental du sport adapté. Bienvenue à vous pour commencer. Moi j'avais une petite question pour introduire avant ensuite après de laisser notre papotin se mettre en place avec nos journalistes citoyens et citoyennes. Quelle est la différence entre handisport et sport adapté, puisque vous êtes justement sur ces deux thématiques très différentes? Alors bonjour à tous. Alors la différence entre sport adapté et handisport, elle est plutôt assez simple. Le handisport, c'est tout ce qui est handicap moteur, donc les personnes en fauteuil, les personnes amputées, etc. Les déficients visuels aussi et les personnes sourdes, atteintes de surdité. Donc ça, c'est tout l'aspect handisport. Et le sport adapté, du coup, on est sur l'autre aspect du handicap, donc tout ce qui est handicap mental et psychique, la trisomie, l'autisme. Maintenant, on prend aussi tout ce qui est 10. Donc voilà, on est sur la différence entre les deux fédés. Vous connaissez certainement plus le handisport, mais le sport adapté, en tout cas, sachez que niveau chiffres, on est sur à peu près 3/4 des sportifs et des personnes en situation de handicap qui sont sur l'aspect sport adapté et non pas sur l'aspect handisport. Alors, vas-y, prends le micro, vas-y, tu avais une question. Tu en avais une aussi? Bon, vous allez vous passer le micro, vous inquiétez pas. C'est quoi le 10? Alors les troubles 10, c'est tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. C'est les problèmes, les personnes qui ont du mal par exemple à distinguer deux lettres. Par exemple, ça fait partie des troubles 10. Les gens qui ne distinguent pas les T, les L, les A, les E, ce genre de choses. Il y avait aussi notre ami, je crois, qui voulait pas poser la question. Vas-y. J'ai une question à te poser. C'est quoi qui t'a poussé à faire ce métier-là et pourquoi ? Alors à la base, moi le médico-social c'était un milieu qui m'intéressait. J'étais partie plutôt sur éducatrice spécialisée et puis les Parcoursup etc. ont fait que c'était pas forcément simple. Et par contre le sport ça a toujours été quelque chose qui m'animait et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans quelque chose de complémentaire. Donc de travailler avec des personnes en situation de handicap avec le sport. Et du coup, moi, j'ai fait une licence STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, avec la mention APA, Activité Physique Adaptée. Et du coup, grâce à ces études-là, on peut proposer du coup du sport aux personnes en situation de handicap. Donc, on est enseignant en activité physique adaptée. Et voilà, je suis sortie de licence à l'Université d'Orléans. Et puis derrière, j'ai cherché du travail et je suis tombée sur le comité départemental. Et donc, je suis partie là-dessus. Et c'est un métier super intéressant parce qu'on voit plein de choses. On voit des personnes en établissement, on travaille avec des clubs, on travaille avec plein d'associations, on travaille avec plein de partenaires, donc c'est hyper enrichissant. Vous avez commencé le sport à quel âge ? Ah oui, ça serait peut-être plutôt la question à poser, je pense, à Marie Ngoussou, parce que je vous rappelle, vous avez une athlète paralympique en face de vous qui a participé aux Jeux de Paris 2024. Donc c'est vachement, c'est vachement intéressant, je pense. Ouais. Bonjour. Du coup, moi pour ma part, j'ai commencé l'athlétisme à 4 ans. Et j'ai ensuite j'ai commencé le para-athlétisme à 14 ans. Et qu'est-ce qui t'a poussé
peut-être justement à te tourner vers le para-athlétisme? C'est que j'ai une coach qui a dit à ma maman qu'elle me verrait en haut niveau. Au début, ma mère me l'a dit, mais elle m'a pas dit que c'était en para-athlétisme. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à faire des compétitions. Et je voyais que je gagnais souvent, que je faisais des titres. Et du coup, ça m'a poussé à continuer. Quel est, juste avant de laisser la parole, juste quel est ton handicap? Au bras gauche. En D'accord. fait, à la naissance, j'ai eu des nerfs d'arrachés. Et du coup, ce qui fait que je suis contraint dans les mouvements que je veux faire. Donc c'est une catégorie, comment s'appelle-t-elle, la catégorie dans laquelle tu cours? Amputé ou assimilé d'un membre supérieur. D'accord. Cool. Dans quelle discipline? Je fais du sprint, donc 100 et 200, et de la longueur. J'ai repris la longueur il n'y a pas longtemps. Une question. Alors là, un athlète de haut niveau qui va parler à une autre athlète de haut niveau, puisque nous avons un champion de France de judo. Ouais, c'est quelle catégorie d'ailleurs, toi, ton Je suis titre? champion de judo. Ouais. Et 90 en fait. D'accord. Précise un peu peut-être la catégorie, c'est quoi en fait? Je suis junior en fait. D'accord. Voilà. Et donc, ouais, vas-y, tu avais une question à poser? Est-ce que c'est dur de courir ou pas, de tenir? Moi, je fais une petite distance. Du coup, ça va. Mais je pense que ceux qui font du 400 mètres, donc tout un tour de piste, je pense que c'est dur. J'en ai fait déjà, moi. Voilà. Et alors, vous trouvez ça dur ou facile? Ça va, mais c'est dur quand même pour tenir. Voilà. On est d'accord. Quand même. Voilà. Mais tu vois, quand tu m'as donné par contre ta catégorie, moi tu vois, j'ai du mal à me repérer et ça montre bien le chemin immense qu'il y a à faire encore dans la médiatisation des disciplines sportives, pas seulement du judo même, mais de toutes les disciplines sportives, je trouve, du parasport. Ouais. On avait une question, oui. Mais tu vois, voilà, ouais, ça le fait que ce soit pas imprimé dans ma tête, c'est un signe, quoi. C'est un signe que ça manque encore vraiment de vulgarisation. Moi, j'ai une question pour l'athlète. Oui, donc pour Marie, oui. Est-ce que vous avez un rituel avant de sprinter? Parce que quand on regarde l'athlétisme, les grands sprinteurs, ils ont un rituel pour déstresser un peu, pour ne pas faire des faux départs. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un rituel ou pas? J'ai pas forcément d'habitude, mais je pense qu'une habitude sans le faire exprès maintenant, c'est que je prépare mon sac tout le temps la veille, du coup, et je mets les trucs dans l'ordre, en fait. Par exemple, je commence par mettre mes chaussures pour courir, donc les pointes. Après, je mets tout dans mon sac petit à petit. En fait, je pense que je mets tout le temps dans le même ordre ce que je mets. Mais après, oui, je suis forcément un peu stressée. Ça dépend quel type de compétition. Si c'est les régions, si c'est que la région Centre-Val de Loire, pas trop. Mais les championnats de France, un peu. Ouais. J'ai beaucoup de questions là. C'est bien, non mais franchement, il y a beaucoup de questions, c'est cool. J'ai une question. Combien d'heures vous entraînez par semaine? Déjà, je m'entraîne tous les jours de la semaine, à part le samedi et le dimanche. Un rythme de haut niveau. Hein. Oui. Ouais. Et à peu près 1h30 par jour. Ouais. Je vous laisse calculer. Si, en fait, chaque jour, je fais pas le même entraînement. Par exemple, le lundi, en ce moment, c'est les starting blocks, donc les départs. Le mardi, la muscu. Le mercredi, ça dépend, ça peut être des séances de beaucoup de courir en fait, de répéter les courses. Le jeudi, avant, c'était de l'aérobie, donc faire de la distance, beaucoup la même distance. Et le vendredi, ça dépend. J'avais une question aussi à poser avant peut-être de redonner encore la parole. Oui, à Colline, c'était pour parler plus généralement, justement, tu es agent de développement et d'animation au comité départemental, donc... Quelles sont les pistes qui sont en cours de réflexion pour justement développer la pratique et peut-être la visibilisation du parasport, du handisport, du sport adapté? Il y a justement ce tremplin formidable qu'a représenté les Jeux paralympiques de Paris. Maintenant, est-ce qu'on est en situation de se saisir de ce tremplin et de rester tout en haut une fois qu'on a sauté sur le tremplin, ou est-ce qu'on va redescendre et est-ce que ça va pas faire effet boule de neige?
Alors si, on a eu un gros boom à la rentrée, ça c'est sûr, parce qu'on a eu beaucoup plus de licenciés, on a eu beaucoup de demandes, on a eu énormément de choses à la rentrée. Maintenant, il faut les moyens humains, il faut les moyens de temps, il faut plein de choses pour que tout se mette en place. Donc ça se met en place au fur et à mesure. Alors tout ce qui est accessibilité vraiment aux Jeux paralympiques, etc., ça c'est la Fédé qui gère au niveau national. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en avant nos sportifs, les faire participer aux compétitions, les faire participer aux entraînements, les inclure, etc. et leur donner les moyens de grimper les échelons. Comme sur le milieu ordinaire, hein, on commence par les championnats départementaux, les régionaux, les nationaux, et puis c'est comme ça qu'on gravit les échelons, et plus on donnera de la visibilité au sport adapté, et plus on en aura, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, voilà, moi en tout cas sur le Loiret, je suis toute seule pour le moment. Donc j'ai plein de missions, j'ai beaucoup de clubs qui ont été en demande d'accueillir des personnes en situation de handicap. Je pense surtout que les Jeux paralympiques, ça a permis aux personnes, aux bénévoles, aux clubs, etc., de se rendre compte que c'était possible. Voilà, il fallait se donner les moyens, ça prend du temps, ça demande parfois des moyens financiers quand on parle d'adaptation de matériel, etc. Ça demande une certaine réflexion, ça demande de l'investissement en fait, de manière générale, mais c'est possible. Une dernière question avant de conclure cette thématique peut-être. Je suis vraiment désolé, ça doit être aussi super frustrant, mais c'est vrai qu'on est très contraint par le temps avec pas mal de choses. Comment vous faites pour gérer l'école et le sport? Du coup, je suis en première 16 ans, en animation enfance et personnes âgées. Et du coup, j'ai des horaires adaptés. C'est-à-dire que je vais faire par exemple du 8h, 16h et après je vais aller directement au stade d'athlétisme. Et j'ai pas forcément beaucoup de devoirs, donc voilà. Mais t'es pas fatigué après une journée de cours? Bah si, je suis un peu fatiguée, surtout après après les Jeux paralympiques, je me suis pris une chute de fatigue, mais c'est pas grave. 16 ans quand même aux Jeux paralympiques, c'est quand même jeune, hein, pour, justement peut-être pour conclure. Oui, je les ai fait à 15 ans. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, c'est à 15 ans. Je suis née en décembre, du coup, bah voilà. Exactement. Et alors, peut-être une dernière question, ton expérience aux Jeux de Paris, comment est-ce que tu l'as trouvée? C'était incroyable. Et en plus, du coup, l'équipe de France était super bienveillante avec moi, vu que j'étais la plus petite du coup de la délégation. Et c'était génial. Ouais. Allez, une toute dernière question et on conclut cette thématique sur le sport. Vas-y. Il y a combien d'invités sportifs, d'invités sport en comité sport adapté? Combien de personnes seraient licenciées dans le sport adapté? Combien de personnes sont licenciées? Alors, avant les Jeux paralympiques, on était à peu près à 500 licenciés, donc sur la saison dernière. Là, sur la saison 2024-2025, on est monté à plus de 650. Donc on a eu vraiment un gros boom. Et puis, alors c'est facile de vous attraper, vous les adultes, parce que vous êtes un peu autonomes, etc. Les foyers de vie, etc. C'est simple. Mais on a un gros travail à faire sur les jeunes. Et d'autant plus avec Marie à côté de nous, je pense que tu as pu le voir sur ta carrière. Plus on vous attrape jeune, et plus c'est facile de vous faire monter dans les niveaux, dans les catégories. Et puis c'est en étant jeune qu'on a envie de faire du sport aussi. Donc il y a un gros boom qui a été fait. Et puis je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Allez, bien merci beaucoup Marianne Goussou, donc athlète paralympique qui a participé aux Jeux paralympiques de Paris de l'année dernière, et Colline Gauthier, agent de développement et d'animation au comité départemental de sport adapté. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On va continuer ensuite avec une autre thématique. On a parlé de sport. Et oui, on a de l'ambiance ici sur ce plateau de Radio Campus Orléans. Et désormais, on va attaquer le champ professionnel. On va parler d'inclusion dans l'emploi tout de suite, après cette petite virgule. La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. Et de retour donc sur cette nuit du handicap, on a fait une petite pause après un flash mob et on revient pour parler de notre prochaine thématique qui est l'emploi, l'insertion professionnelle, l'inclusion dans l'emploi. Et alors pour le coup on a des invités pour nous présenter un projet extrêmement atypique et vraiment vraiment super intéressant. La famille Voidy, donc Voidy avec un Y, D-I-E à la fin. Eric et Sophie, co-gérants de la fabrique d'Hugo, qui est un restaurant dans lequel ils emploient leur fils Hugo, voilà, qui donne le nom, son nom à ce restaurant. Première question déjà, est-ce que vous pouvez un peu me parler de l'origine de ce projet? Comment est-ce que ça s'est monté pour vous? Quelle a été l'idée derrière tout ça et comment ça s'est mené?
Donc bonjour à tous. Donc le projet de la fabrique d'Hugo s'est monté autour donc de notre fils Hugo qui arrivait donc à la fin de sa scolarité obligatoire et pour lequel on n'avait pas trop de solutions à la suite parce qu'on sait que quand on a un handicap, c'est difficile de travailler, c'est difficile de continuer à l'école et donc arrivé à la fin de la 3e dispositif Ulysse dans son collège, il n'avait pas de solution pour faire un CAP ou quoi que ce soit. Donc nous, comme on souhaitait qu'il ait une vie en inclusion, dans le travail, dans un travail ordinaire, on a décidé effectivement de créer son emploi. Voilà. Ok. Alors, parmi notre public, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet de... Ah, j'en ai une. J'en ai une ici, une question. Ah. Bonjour, j'ai une question. Hugo, qu'est-ce que vous faites dans le restaurant? C'est quoi votre poste? Alors, je vais vous passer Hugo. Ouais, donc Hugo, il faut que tu expliques ce que tu fais au restaurant, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour Hugo. Oui, bonjour. J'épluche, je coupe les carottes, j'épluche, je coupe les pommes de terre, j'émince les champignons, je coupe les poivrons, les saucisses, le jambon. Eh ben, je vais te demander... C'est pour faire les pizzas. Je vais te demander de me donner des coups pour faire de belles pizzas, effectivement. Donc oui, c'est seconde cuisine, c'est comme ça. En fait, c'est commis. Et comme on disait... Il y a un premier, le chef, et le second, puisque Hugo est le seul deuxième cuisinier. Donc en fait, mais il est commis plutôt. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Voilà. Parce que sinon, moi, j'en ai à poser, mais c'est le but, c'est quand même que ce soit vous. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette restauration? Alors, le restaurant a ouvert le 23 octobre 2024. Donc ça fait 7 mois qu'on est ouvert et qu'on travaille tous les jours en semaine. Voilà. C'est pas trop dur avec votre fils? Ah bah, est-ce que c'est dur, Hugo? Oui. Oh bah. Vas-y, tu peux être sincère. Non, c'est pas fatigant. Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Ouais. Ah, c'est intéressant. Moi, je voulais peut-être questionner par rapport justement à ces expériences avant d'en arriver là. Hugo, est-ce que tu t'es heurté à certains murs, à certaines portes fermées dans le cadre justement de l'inclusion dans l'emploi? Comment est-ce que même vous, en tant que parent, vous avez vu passer ce moment? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que vous l'avez vécu, si ça a été très difficile pour l'inclusion d'Hugo dans l'emploi? Alors, à la fin de sa 3e, on a fait c'était pendant son année de 3e Ulysse. On a fait une tentative de stage dans une structure spécialisée qui accueille des personnes en situation de handicap. Et nous, on avait l'objectif qu'ils soient embauchés plus tard dans cette structure. Et on nous a clairement fait comprendre que ce n'était pas possible parce que il n'était pas assez autonome, qu'il ne serait pas productif et donc que la structure ne pourrait pas l'embaucher. Donc c'est à ce moment-là que nous, on s'est dit, puisque ce n'est pas possible dans ces structures-là, nous, on va le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, suite à ces déboires, on s'est dit qu'on n'avait pas de temps à perdre. Nous, en plus, on avait eu toute l'expérience de la scolarisation avant. Et donc on sait maintenant qu'il faut toujours anticiper les choses et qu'il faut toujours se projeter et ne pas attendre trop non plus de ce qu'on peut nous offrir. Et donc nous on est toujours on va dire proactif, c'est-à-dire que c'est ça, on anticipe toujours sur ce qu'on peut faire et donc de là on est découlé la création de notre entreprise. Ça te fait quel âge, Hugo? 18 ans. 18 ans, ok. Ouais. Donc ouais, c'est le début de ta carrière, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais vous, en tant que parent aussi, est-ce que... parce que vous en êtes arrivé jusqu'à créer un restaurant pour pouvoir justement donner une inclusion dans l'emploi à votre enfant. Tout le monde, évidemment, ne fera pas ça ou ne sera pas forcément en capacité de le faire. Mais est-ce que, parce que je vois le côté extrêmement positif de votre projet et j'espère vraiment qu'il va durer très très longtemps et que ça va vraiment être quelque chose de formidable. Mais ça dit aussi peut-être quelque chose un peu de notre société et justement de cette problématique d'inclusion dans l'emploi. Ouais, exactement, tout à fait. Nous, on se qualifie de restaurant inclusif. Voilà. Je crois qu'il n'y en a pas sur Orléans. Nous sommes les premiers. Et donc, à ce titre, on veut essayer d'en faire bénéficier plein d'autres personnes en situation de handicap pour pouvoir les embaucher. Donc, nous, la première étape a été accomplie.
Voilà. Donc Hugo a son poste de travail, il a son emploi, il a son salaire. Il a inclus dans le monde du travail et maintenant donc j'espère que l'entreprise va se développer pour qu'on puisse accueillir d'autres personnes en situation de handicap. Alors moi je tiens à préciser quand même que nous sommes une entreprise ordinaire, nous sommes ni une association ni une entreprise adaptée. Donc nous c'est un petit challenge qu'on s'est donné, c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est démontrer à la société civile que c'est possible d'être une entreprise ordinaire et d'embaucher des personnes en situation de handicap qui sont productives et qui peuvent rendre l'entreprise rentable. D'accord. Voilà. On avait une question ici, ouais, on en a plusieurs. Alors d'abord ici, vas-y. Quelle qualité il faut pour être un bon cuisinier? Donc les qualités pour être cuisinier, c'est d'abord observer, c'est justement savoir utiliser du matériel de cuisine, donc on lui apprend à l'utiliser. Et puis si on travaille dans la bonne humeur, ça se passe bien. Okay. Donc en fait les qualités, je pense que tout le monde les a. Voilà. Une autre question ici. Moi j'aimerais juste savoir qui est le chef. Alors justement, parce que là nous ne sommes que 3, mais en fait nous sommes 4. La Fabrique d'Hugo c'est une entreprise familiale. Donc à la base il y a 3 personnes qui se sont lancées dans cette création d'entreprise. Il y a donc Sophie, c'est la maman d'Hugo. Bon, ici moi je suis son papa. Et il y a une 3e personne, c'est Rémi Tellier, donc qui lui est chef cuisinier et pâtissier. Et donc c'est lui qui mène la barque dans l'entreprise au jour le jour. Et c'est lui le chef cuisinier. Donc on est 3 et Hugo il est commis de cuisine. Voilà. D'accord, merci. Allez, une dernière question peut-être. Après on va avoir notre thématique sur l'inclusion dans l'habitat. Et le temps file. Hugo, il a commencé à quel âge de faire ce travail? Alors, ici, il a 18 ans, oui, ça coûte 17 ans. Oui, mais justement, c'est vraiment une très bonne question parce que le projet ne date pas d'il y a 7 mois, même si la création d'entreprise s'est faite il y a 7 mois. Ça date de sa 5e. Hugo était en Ulysse Collège et arrivé en 5e, c'est-à-dire lorsqu'il avait 14 ans, on a demandé au collège s'il ne pouvait pas intégrer l'équipe de cuisine du SELF, du collège, en stage filé. Et en stage filé, c'est-à-dire 2 à 4 heures par semaine. Et donc il a fait 3 ans comme ça, 5e, 4e, 3e, jusqu'à ses 17 ans, de 2 à 4 heures par semaine, en inclusion au sein de l'équipe de la cuisine du collège. Donc ça a été un moment très formateur pour lui. Très formateur, très progressif et il est entré dans l'entreprise avec déjà des techniques et un petit savoir-faire et puis qui lui a permis de bien appréhender l'environnement cuisine. Je veux juste terminer en disant qu'il a été accompagné par une ergothérapeute qui venait au collège. Donc en fait c'est vraiment un travail d'équipe. Hugo il n'a pas eu tellement de prise en charge depuis qu'il est petit. Il a eu une ergothérapeute, il a eu une orthophoniste un petit peu. Mais c'est tout. Et en fait, c'est vrai que nous, on a beaucoup accompagné Hugo, il a été beaucoup accompagné dans la famille. Et à chaque fois, c'était à notre initiative quand même. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce formidable projet, la Fabrique d'Hugo. On vous retrouve, rappelez-moi peut-être l'adresse juste où on peut vous retrouver. Au 66 bis rue du Faubourg-Madeleine à Orléans. Voilà, eh bien allez-y, n'hésitez pas à aller vous restaurer là-bas. Donc un restaurant inclusif qui géré en famille avec Hugo en tant que commis de cuisine et peut-être à terme avec d'autres personnes employées avec cet objectif justement d'inclusion de personnes en situation de handicap au sein de cette entreprise. Très beau projet en tout cas et merci encore. On va continuer notre émission. On a parlé sport, on a parlé emploi. Désormais, on va parler habitat. La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. Et c'est toujours la nuit du handicap à l'instant sur Radio Campus Orléans, cette émission enregistrée ce samedi 14 juin sur la place de Loire avec donc notre équipe de journalistes citoyens et citoyennes de la nuit du handicap. Mais donc nous continuons un peu avec notre prochaine thématique. Nous avons parlé de sport, nous avons parlé d'emploi désormais. On va parler d'un sujet extrêmement concernant, l'habitat, l'autonomie.
Donc ça, on sait très bien que c'est aussi un des grands chantiers autour de la question du handicap. Et pour cela, nous recevons donc plusieurs représentants de structures qui portent chacune et chacun des projets différents et assez très intéressants, je veux dire. Alors pour commencer, je vais me tourner sur ma droite avec donc des représentants de la PEP 45, Planète PEP 45 pour être précis, la plateforme d'adaptation numérique de transition des PEP 45. Donc j'ai à côté de moi Olivier Marien qui est chef de service et Lucille Garcia qui est ergothérapeute. Et toujours sur ma droite, j'ai cette fois-ci un administrateur de l'AFTC Centre-Val de Loire, l'association de familles de traumatisme crânien, et qui porte cette fois-ci un autre projet qui s'appelle la Maison des 5. C'est Claude Landré. Alors bienvenue déjà à vous pour commencer et après je me tournerai vers nos autres invités encore parce qu'on a encore pas mal de projets. Pour commencer, parlons peut-être justement du projet de Planète PEP 45. Qui veut prendre la parole? Je donne le micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Marien, je suis chef de service, comme disait juste avant l'animateur radio. On est la plateforme adaptation numérique et transition. Et donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir rendre accessible le logement en installant des équipements, des technologies qui vont permettre à la personne qui est en situation de handicap d'être autonome. Et donc, on va essayer de trouver des technologies qui soient le plus simple possible d'utilisation, qui soient le plus simple d'installation et qui conviennent à la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle la domotique au service de l'autonomie, c'est ça. Donc la domotique, c'est toutes ces technologies qui rendent justement l'habitat plus, plus inclusif. Oui, c'est ça, grâce à des technologies. Ouais. Et donc, on a une équipe de techniciens. On a aussi une ergothérapeute qui est à côté de moi, Lucille. Peut-être que ça peut être intéressant qu'elle présente son... évidemment. Bonjour Lucille. Bonjour, merci. Moi, ergothérapeute. Voilà, je suis ergothérapeute. Alors, c'est un grand mot et c'est pas toujours bien connu. Bon, l'objectif d'un ergo, c'est d'évaluer les capacités résiduelles de la personne et d'adapter, de trouver des astuces pour lui permettre de gagner ou de retrouver son autonomie. D'ailleurs, c'est un service qui peut être aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes valides aussi. On sait que des ergothérapeutes, il me semble... Alors, ça va être plus les ergonomes souvent pour les personnes valides. Et nous, on les ergonomes, ok. Voilà, les ergonomes. Et nous, on va être plus orientés personnes ouais. en situation de handicap. Ouais. Voilà. Effectivement, d'accord. Justement, on va s'orienter sur les capacités résiduelles de personnes pour leur permettre de trouver des outils pour accéder, alors moi, sur Planète, au numérique. D'accord. Et des contacteurs parfois à la tête, aux pieds, des contacteurs de proximité, c'est-à-dire on effleure quand on a un tout petit mouvement. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'aucune personne ne peut accéder au numérique. Parce qu'en fait, même avec ses yeux, même avec juste un clignement d'œil ou un sourcil qui se lève, on va pouvoir utiliser ça comme un contact pour pouvoir allumer une lumière. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'évaluer et on trouvera toujours des solutions. D'accord. Passons la parole à Claude Landré, donc, qui est juste à côté de vous, donc, pour l'AFTC Centre-Val de Loire, donc, Association des familles de traumatisme crânien. Vous portez un projet qui s'appelle la Maison des 5. Oui, bonjour à tous. Alors, la Maison des 5, c'est un projet qui existe au sein des unions nationales des familles de traumatisés crâniens et qui a construit ses premières maisons dans début des années 2000, fin 99. Et je me suis inspiré de ce principe-là pour faire quelque chose dans le Loiret et même dans la région centre parce qu'il n'y en a pas de ce type-là, c'est-à-dire une maison où il y a 5 personnes qui vivent et qui viennent en tant que colocataires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel soignant, mais on fait appel à des psychologues ou une ergothérapeute, Lucille, qui est déjà venue travailler chez nous, parce qu'il y a des besoins. Alors ils ont chacun leur médecin, c'est accompagné par une coordinatrice et puis un service d'aide à domicile qui permet à chacun de faire, ils font tout à peu près, mais il faut les aider, parce qu'ils ne sont pas... En traumatisme crânien, on oublie de faire les choses, on sait plus, on sait les faire, mais on a oublié de savoir comment les faire, donc ils sont là pour les aider. Voilà. Et ils sont contents, je crois, les 5 sont contents d'être dans là. Ils sont libres, ils sont
entre guillemets, se sentent libres. Oui, Voilà. effectivement, libre, autonome. Et d'ailleurs, juste avant de passer la parole également pour le village inclusif, juste sur ma gauche, mais j'avais quand même une petite question sur la Maison des 5. On peut aller jusqu'à des niveaux de handicap très importants, en fait, parce que j'imagine qu'il y a forcément, on peut pas, sur un projet comme ça, est-ce qu'on peut aller très loin sur les niveaux de handicap? C'est-à-dire que moi, je choisis un peu la facilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient suffisamment handicapés parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls, mais en même temps, pas trop pour qu'ils gardent leur autonomie. Moi, je sais qu'il y a des collègues, des parents de traumatisés crâniens qui font venir avec un handicap assez lourd, mais c'est difficile à gérer. Il faut qu'une équipe... Nous, à l'association, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent. Moi, je l'ai fait valoir qu'il y avait du bénévolat. Moi, j'y interviens beaucoup en tant que bénévole, c'est-à-dire que je viens faire des choses indépendamment des professionnels qui sont là. Je ne fais pas leur place, mais je les sors, je les emmène, voilà. Et voilà. Parfait, merci beaucoup. On a donc sur ma gauche un autre exemple d'habitat promouvant l'autonomie. Je jongle entre les micros là parce qu'on les passe. Je passe à l'autre micro, voilà, mais je le donne. Et donc je suis avec Vanessa Poulou, donc coordinatrice du village inclusif AEFH, qui signifie Entraide aux familles de personnes handicapées, c'est bien cela. Alors ce village inclusif, où est-il situé? D'ailleurs c'est pareil, la Maison des 5, où est-ce qu'elle est située? À Saint-Jean-de-Bray, pas loin du Petit Cormier. Voilà, très bien. Voilà, très bien, ouais. Et le village inclusif, donc où est-il situé celui-ci? Alors à Saint-Jean-de-Bray, sur la... Aussi, ouais, d'accord. Saint-Jean-de-Bray en pointe sur... C'est ça. On n'est pas très loin. Ouais. C'est ça. D'accord. Et alors donc expliquez-moi un peu le principe de ce village inclusif. On a autour de la table également des habitants et des habitantes de ce village inclusif. Ouais, tout à fait. Là, donc la VFH a construit en 2009 des maisons sur le terrain qu'ils avaient. Hein. Et en 2020, ils ont ouvert l'habitat inclusif. Et donc, ça accueille actuellement 27 habitants sur 23 logements qui vont du studio au F3. Ah oui, quand même, pas mal. Voilà, et on a un logement qui est collectif, pour lequel on se retrouve pour faire des activités ensemble, des intervenants qui viennent, voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Il a été créé quand ce village inclusif? En 2009. D'accord. Oui, donc, alors les habitations ont été créées en 2009 et le village inclusif a vraiment pris en 2020. D'accord. Voilà. Alors, c'est peut-être l'occasion pour moi de faire passer un peu la parole à nos journalistes citoyens-citoyennes. Est-ce que certains d'entre vous peut-être ont des questions, connaissent ces projets, ont envie de réagir? Allez-y. Ça fait combien de temps vous travaillez là-bas? Ça fait 6 mois. Ah oui, nouveau. Sur le village. Une vraie découverte. Voilà. J'étais sur l'accueil 2 jours avant de l'association. Et ensuite, j'ai été sur le village. D'accord. Merci. De rien. Et donc ça a changé, ça a changé quoi dans votre façon d'agir vis-à-vis de ces questions de handicap, le fait d'être dans ce village inclusif? Alors, c'est des personnes qui sont beaucoup plus autonomes. Hein, et donc, ça va des personnes qui ont... La plus jeune personne, elle a 28 ans. La plus âgée, elle a 76 ans. Ah oui, oui. Donc voilà, c'est très très large. C'est très intergénérationnel, c'est bien, c'est intéressant. Tout à fait. Et on a des personnes donc, qui sont en situation de handicap ou pas. Ça peut être des personnes qui sont retraitées, comme le monsieur qui est à côté de moi. Ouais. Et donc, on a... la différence, c'est qu'on va proposer des activités. L'accueil de jour, c'était beaucoup d'activités sur la journée. Et le soir, ils rentraient chez leurs parents, tout ça. Alors que là, je vais être avec le lien avec les aides à domicile. Il va y avoir avec tous les partenaires qui sont autour de la personne. Hein. Donc, voilà. Ok. Alors, Oui. Allons-y. Passons le micro. Dans le projet Planète PEP, c'est qui a créé le projet et pourquoi? Alors. Qui est-ce qui a créé le projet et pourquoi? Ouais. C'est ça? Ouais. Alors, à l'origine, c'est Julien Cancel, qui est aujourd'hui directeur, qui a été à l'initiative de ce projet. Et parce que lui-même était ergothérapeute donc au sein de la masse de la Devinière. Et il a mis en place de la domotique dans cette masse de la Devinière. Il s'est rendu compte que, en effet, ça pouvait être très bénéfique pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, il a été d'abord chargé de mission et puis il a exporté un petit peu ses connaissances à la masse des Saulniers. Et ensuite, on a exporté aussi aux établissements des PEP. Et aujourd'hui, on s'ouvre à tout le monde, à toutes les personnes en situation de handicap,
qui peuvent nous contacter du coup au sein des PEP sur Planète. On est accessible pour tout le monde. Alors, je vais te donner la parole juste après, mais j'avais juste une petite question aussi pour rebondir. Est-ce que ça demande quand même un budget de pouvoir mettre en place ces éléments de domotique dans son habitat? Est-ce qu'on est aidé? À quelle hauteur? Voilà, est-ce que l'État est au rendez-vous pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être de plus en plus autonomes dans leur logement, avec évidemment votre accompagnement et vos conseils? Alors, il y a déjà une enveloppe auprès de la MDPH qui est la maison. Voilà. J'ai toujours du mal avec les voilà. Maison départementale de l'autonomie. Les acronymes. Voilà. Qui, quand on fait une demande, en effet, on peut avoir des aides en demandant la PCH aménagement de logement. Mais nous, notre objectif, alors, c'est vrai qu'on est là pour faire des argumentaires et il n'y a pas de problème pour ça. On essaye de trouver aussi de quoi pouvoir faire parfois que les personnes puissent acheter elles-mêmes leurs petits outils, que ça ne leur coûte pas cher, parce qu'on sait très bien que déjà, il y a un surcoût au niveau de la vie. Donc on essaye vraiment de trouver des outils que tout un chacun pourrait acheter assez facilement. Voilà, on essaie d'adapter au mieux en trouvant des outils pas onéreux. D'accord. Et si vraiment il y a besoin d'une grosse adaptation, la MDA peut fournir des aides. Ok, allons-y. Et donc on a une question de Yann des PEP 45. Moi j'ai une question au village inclusif. Est-ce que vous faites des fêtes dans votre village? Oui, on fait des fêtes. Et après, les gens qui souhaitent faire leurs anniversaires, on peut faire aussi les choix des personnes. Est-ce que c'est bien à un petit cornier? Oui. Ah oui, tu demandais l'adresse, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'avais une question aussi en face de moi. C'est plutôt certains d'entre vous, justement, ont testé un peu de l'habitat autonome. Il y a des prestataires qui viennent faire le ménage à Petit Cormier. D'accord. C'est Valérie, puis je me rappelle plus les autres monitrices. Ok, ouais. Elles sont là en tout cas. Aussi Marie-Pascale, l'ancienne monitrice aussi. D'accord. Ouais. Alors, oui. C'est bon. Moi, c'était en sortant de l'hôpital de Maison. Je suis allé dans des appartements thérapeutiques. Ouais. Je suis resté un petit moment. Et après, j'ai eu la chance qu'un patient de maison ait besoin d'un colocataire pour avoir son appartement. Et il m'a choisi moi, donc je suis sorti des appartements thérapeutiques. Je suis allé dans un appartement en colocation. Ouais, tout à fait. Ouais. Et entre les deux, j'ai aussi fait une maison de vie. Ouais, ok. Mais l'idée, si je reprends sur Planète 45, l'idée c'est vraiment qu'à terme, des personnes puissent avoir leur propre logement autonome, comme moi qui habite chez moi ou autre. Parmi vous, on a un cas justement d'une personne qui habite en autonomie chez elle. Moi, c'est ça. On a une salle d'innovation pour la cuisine. Il y a des tables adaptées. D'accord, ouais. Mais toutes et tous, en tout cas, vous êtes pour l'instant dans des structures qui vous hébergent de manière plus ou moins, plutôt autonome, je vais dire, mais est-ce que certains ou certaines d'entre vous, vous imaginez peut-être pouvoir un jour avoir votre propre logement avec l'aide de Planète 45 par exemple? C'est ce que je voulais dire, j'ai pas eu le temps de le dire. Ouais. C'est que maintenant, depuis, on va dire, 2019, 2020-2019, j'ai mon appartement. D'accord, ok. Ouais. Et tu connaissais ce service de Planète 45? Tu le connaissais? Là, de ce qu'ils ont expliqué? Parce que ça, pour le coup, c'est peut-être que ça peut être intéressant que tu te tournes vers eux. Hein. J'ai un copain qui avait un truc comme ça, où il apprenait à se déplacer. Il y a des... en face de ton micro, vas-y. Comme ceux qui font de la gymnastique. Ouais. D'accord. Des escaliers, descendre des escaliers. Ouais. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, pardon. Jean-Christian. Jean-Christian, ouais. À votre avis, sans dire forcément que vous allez faire ça avec Jean-Christian, mais Jean-Christian est le type justement de personne avec qui vous pouvez vous mettre en lien. Toute personne. Ouais. Mais c'est ça à souligner aussi, ouais. C'est peut-être justement que ce service-là, Planète PEP 45, devrait être mieux connu. Voilà, peut-être. Est-ce qu'il est un peu méconnu, peut-être? Alors peut-être qu'on peut gagner en reconnaissance, parce que c'est vrai qu'on est présent, on est facilement reconnu au niveau de l'association.
On est reconnu par des autres structures parce qu'on a équipé déjà des structures de l'association. Donc, par effet de boomerang, ils peuvent nous contacter. Après, c'est directement aussi sur le site de l'association. Vous pouvez nous contacter. On a un petit encart. On a aussi une chaîne YouTube où on met des webinaires. Vous pouvez voir un petit peu les différentes technologies qu'on installe, les différentes applications, les différents équipements qu'on peut proposer. Et parfois, ça peut vous donner des idées et nous contacter en disant j'aimerais bien que vous puissiez m'installer tel équipement. Eh bien, à vous de faire le travail de journaliste après cette émission. Vous faites un travail de journaliste actuellement, mais faites-le encore. Allez vous renseigner donc sur ces différentes structures. Et oui. Je voulais juste parler de la salle d'innovation que la demoiselle a parlé. En fait, c'est dans une structure d'EPEP et c'est une salle qui reprend un petit peu toutes les nouvelles techno et justement la domotique. On peut venir la visiter assez facilement. Donc, si vous voulez avoir des infos là-dessus, vous n'hésitez pas à nous contacter. On peut visiter la salle d'innovation. Il y a une cuisine adaptée, donc ça peut donner des idées, oui. Oui, voilà, il y a des ampoules, il y a un lit médicalisé, il y a pas mal de choses. D'accord, voilà. Très bien. Toute dernière, vraiment toute dernière, vas-y. Ouais. Parce que on va vraiment déborder là, mais vraiment toute dernière, et là après j'en prends plus parce qu'on a une autre thématique. Juste, je vais savoir juste l'adresse, c'est tout. L'adresse ? 65 avenue de Verdun, à Saint-Jean-de-Bray. 65 avenue de Verdun à Saint-Jean-de-Bray pour le village inclusif. Voilà, merci à vous donc pour ce temps sur l'inclusion, consacré à l'inclusion dans l'habitat. On va arriver dans la dernière ligne droite de notre émission et désormais on va parler un petit peu de culture. C'est très bien la culture, on adore ça à Radio Campus. La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. Et enfin, la dernière ligne droite de cette émission sur la nuit du handicap, place de Loire à Orléans, l'inclusion dans la culture. C'est comme ça qu'on a décidé de conclure cette émission. Et pour ça, nous recevons Françoise Alison, présidente de l'APHL, l'association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, l'accompagnement, effectivement, il peut prendre de très très nombreuses formes. Là, ici, on a décidé de parler un petit peu de culture. Concrètement, voilà, quel est le rôle de l'APHL pour ouvrir justement les perspectives culturelles. L'APHL est très attachée au développement de la culture dans ses établissements. Donc il y a toujours des projets autour de la culture. Mais la culture, c'est très vaste. La culture, à l'intérieur, il y a l'écriture, il y a le chant, la musique, le théâtre, les arts pictoraux. Et on essaye d'articuler tout ça. Alors on construit des projets avec les résidents et les projets partent toujours de ce que souhaitent les résidents. L'année dernière, par exemple, les résidents souhaitaient exprimer leurs émotions avec leurs mots. Alors, on a monté des ateliers d'écriture. Ils ont écrit... Alors, il ne faut pas avoir peur du mot écriture, parce qu'on peut très bien participer à un atelier d'écriture sans savoir écrire. Parce que l'animateur de l'atelier écoute et c'est lui qui écrit les mots. Et ça fait des textes absolument magnifiques. Et ces textes, après, on peut les mettre en musique. Alors l'année dernière, ils ont mis 6 textes en musique, avec tout ça, avec des professionnels de la culture, des artistes. Et ça, c'était où ? C'était où ce projet dont vous nous parlez ? Ça, c'est à Orléans. C'était à Orléans, ouais. Voilà. Ouais. Et ces artistes accompagnent les personnes en situation de handicap pour mener ces projets. Et c'est une construction qui est collective, c'est-à-dire que c'est tous ensemble. Alors ils ont mis en musique 6 chansons avec l'aide de Julien Joubert. Et ils ont inventé la musique avec lui. Voilà, donc ça c'était magnifique. Et après, les chansons ont été reprises et sont devenues des tubes avec l'atelier chant. Donc ils ont chanté leurs propres textes qu'ils avaient mis eux-mêmes en musique avec l'aide de Julien Joubert. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que ces chansons ont été mises en scène avec quelqu'un qui est spécialiste de la mise en scène et ils ont donné un spectacle, ils ont construit ensemble un spectacle où étaient mêlés les personnes en situation de handicap et les salariés de la PHL. Et c'est ensemble, ils ont construit un spectacle. Ah, moi, je voulais me tourner vers notre équipe aussi. Est-ce que parmi vous, vous avez souvenir d'un projet peut-être que vous avez pu mener de ce type ou un projet culturel ? Alors j'en ai 2. D'abord ici, puis ensuite là. Moi, j'ai fait partie d'une troupe
Oui. Sur la danse et le musique du handicap. D'accord. Qui s'appelle Couleur Café. C'est de la danse handicapée avec une prof qui s'appelle Jocelyne Lambert. Avec elle, je fais de la danse. On fait des représentations 2 fois par an. Et un mardi sur 2, on fait des répétitions sur un spectacle qui s'appelle Il est où le bonheur. Et aussi les Dames. C'est de la musique. Et moi, je fais beaucoup de contes. D'accord. Il faudra nous donner les dates pour qu'on puisse venir vous voir. Ah oui. Y a pas de problème parce que c'est. Tu les as? Non, je les ai pas encore parce que c'est vraiment à la demande de chaque mairie. Moi, je voulais me tourner vers vous. Allez, une autre question peut-être ou un autre témoignage avant. Un témoignage. Vas-y, ouais, vas-y. Moi, je fais depuis que je suis à l'association Le Cap-Bagné. J'ai du mal à m'insérer dans cette association-là, mais on m'a poussé et maintenant je fais du théâtre là-bas. D'accord. Elle se situe où cette association? 43 rue du Faubourg-Bagné à Orléans. D'accord, à Orléans. Ouais. Mais ça, c'est fantastique parce que le théâtre, la musique, le chant, la peinture, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas y accéder. Tout le monde peut y accéder. Et là, ce qui est intéressant, c'est de travailler tout ça tous ensemble. Et justement, Françoise, quelle est l'importance, enfin, où est-ce que vous situeriez l'importance de la culture, justement de l'entrée dans la culture ou en tout cas de l'inclusion culturelle pour les personnes en situation de handicap? Et je vais peut-être parler pas forcément de handicap physique, mais peut-être plus d'autres types de handicap. Mais ça ne pose pas de problème. Là, on est en train... Non, justement, ouais, c'est au-delà des problèmes, c'est même justement les solutions que ça peut apporter ou toute la progression que ça peut apporter pour l'esprit. Quelque chose qui est tout à fait essentiel, c'est qu'on prend confiance en soi. Et quand on se donne lors d'un spectacle sur une scène, on est confronté au public, aux applaudissements du public. Et ça provoque énormément d'émotions. Et ça, c'est formidable. Et puis, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que quand on travaille sur la culture, que ce soit le théâtre, la musique ou le chant, c'est qu'on est plusieurs. Donc, on est dans un groupe. Et on est reconnu dans ce groupe comme une personne dans le groupe et par les autres. Et donc ça, c'est extrêmement important et extrêmement valorisant. Il y a aussi du chant et de la danse. Oui, voilà, exactement. Il peut y avoir plein d'offres culturelles. On va peut-être passer une toute dernière question. Je vais devoir faire à mon avis, je vais devoir couper un petit peu. Est-ce qu'il existe un site web où il y a toutes les associations d'Orléans qui sont regroupées? Ouais, des associations. Alors, quand tu dis les associations, c'est les associations au sens général ou les associations justement en lien avec le handicap? Pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Alors là, c'est une colle que vous me posez. Non. Mais après, je crois que ça n'existe pas. Non, tu dois peut-être avoir des sites pour référencer plutôt les structures ou les associations autour du handicap en général. Sur le côté culturel, là c'est pareil, tu me poses un peu une colle. On vérifiera ça, mais ça peut être intéressant. Après, tu peux aussi regarder, je pense, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver aussi relativement facilement des... Et puis après, il faut discuter surtout, je pense. Il faut discuter avec les gens qui travaillent un peu dans ces secteurs-là et puis qui peuvent peut-être faire du bouche à oreille. À la MAM, il y a souvent des représentations dans le cadre de... Voilà, vous jouez à la MAM. La Maison des Arts et de la Musique. Voilà. Ouais. Et donc, vous pouvez aller à ces représentations et rencontrer les gens qui montent des projets culturels. Ouais. Et là, c'est presque mieux qu'un site web parce que vous rencontrez les gens en vrai. Et la culture, c'est les gens en vrai. Et c'est comme ça, et c'est sur ce mot que nous allons terminer. La culture, c'est les gens en vrai, je pourrais pas dire autrement. Merci beaucoup Françoise Alison, présidente de l'Association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap APHL. Et c'est ainsi que nous allons conclure cette très belle émission sur la place de Loire au cours de la Nuit du Handicap. J'ai été très, très heureux, ravi vraiment de faire cette émission avec vous. Vous avez vraiment posé des questions super intéressantes. Vous vous êtes comportés vraiment comme des vrais bons journalistes. Et je vous félicite, vraiment, c'était super, une super belle émission.
Et on va continuer donc évidemment les programmes de Radio Campus Orléans, c'est 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Et bien évidemment après la Rédac Pop, vous avez vos programmes musicaux de Radio Campus Orléans que vous pouvez retrouver. Et puis bien évidemment restez sur le 88.3 FM et la prochaine émission de la Rédac Pop ce sera comme d'habitude le samedi à 15h. Très bonne journée à toutes et à tous.